Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement en ce 14 janvier 2017. La plupart des observateurs estiment que le dysfonctionnement observé depuis des années au niveau de la justice est pour beaucoup dans la déliquescence actuelle de la société malagasy. La corruption y est omniprésente, contamine tout à les niveaux. Excusez-moi, Bernard Saralia nous en dit plus dans son éditorial de ce soir. Le 24 et 25 janvier prochain, Madagascar accueillera le président de la République de Turquie, Recep Erdogan, pour une visite d'État. Ceci dans le cadre d'une tournée qu'il effectue dans plusieurs pays d'Afrique. Partageant ses frontières avec, entre autres, l'Irak, l'Iran et surtout la Syrie, la Turquie est la cible d'attaques terroristes dans celui la nuit du réveillon du Nouvel An dernier, dans une boîte de nuit à Istanbul et qui a fait 39 morts. Le président Erdogan lui-même a conduit une féroce répression contre ses opposants à l'issue d'une tentative de coup d'État dirigée contre sa personne le 15 juillet de l'an dernier. Bilan, 270 morts et 41 000 arrestations. La Turquie a ouvert une ambassade à Antananarive en 2010, puis, 5 ans plus tard, une liaison aérienne avec sa compagnie nationale Turkish Airlines à partir de l'année 2015. Visiblement, ce grand pays cherche à se rapprocher de Madagascar. Comme l'islam est la religion d'État en Turquie, on ne peut manquer de faire un rapprochement avec le projet de construction de 2000 mosquées que nous avons rapporté ici à l'époque et qui avait défrayé la chronique par la suite. Difficile aussi de ne pas associer cette visite du président turc dans le 5e pays le plus pauvre du monde, avec le million de réfugiés syriens que la Turquie accueille sur son sol à cause de sa proximité géographique. En effet, Mada est doté d'un territoire vaste comme 2,5 fois de celui de la France, avec une population d'environ 23 millions, qui est de moins de la moitié, moindre que celle de l'Hexagone, laquelle était de 64,5 millions d'âmes en 2016. Madagascar étant un pays économiquement très faible, dirigé par des politiciens hautement corruptibles, c'est de notoriété publique, cette visite inquiète bon nombre de compatriotes. De quoi demain sera-t-il fait ? Est-ce que les décisions les plus cruciales, qui sont ici souvent prises dans l'opacité la plus totale, seront réellement en faveur des Malagasy ou au profit de quelques décideurs qui verront leur compte à l'étranger crédité de X milliards de dollars de plus? Et tant pis pour le pays, même s'il ne décollera jamais, à suivre. Un grand étonnement pour la plupart des citoyens et des politiciens suite à la velléité supposée du chef d'État de remanier à nouveau les membres du gouvernement. Ce gouvernement qui demeurait pourtant un dernier espoir en tant que gouvernement de combat. Or, les citoyens considèrent que ce remaniement ne changera en rien la situation politique actuelle. Écoutez. Une inflation qui sévit du fait de la hausse des prix du carburant, le délestage qui empêche les travailleurs de mener à bien leur activité, des situations qui montrent que le social des Malgaches n'est pas pris en compte. Pour les personnes que nous avons croisées dans la rue, un remaniement ne sera pas bénéfique au pouvoir, il ne pourrait qu'affaiblir le régime en place. Un régime qui en 4 ans n'a pas réussi à améliorer le quotidien de la population. Même s'ils changent de gouvernement, aucune amélioration concrète n'est jamais réalisée. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font exactement là-haut. On a peut-être besoin de remaniement vu que rien ne va. Je pense qu'ils ont raison de vouloir changer la composition du gouvernement vu que rien ne va en ce moment dans les affaires du pays. Le chef de l'État a cependant plein pouvoir sur ce gouvernement. Il peut donc décider ou non d'un remaniement selon les observateurs de la vie politique et économique, ainsi que les enseignants-chercheurs au niveau de l'université d'Antananarivo. Au sein du gouvernement Mahafal Olivier, plusieurs têtes pourraient être remplacées au vu du bilan de leur réalisation. À un peu plus d'1 an avant la fin de son mandat, le chef de l'État a-t-il intérêt à procéder à un remaniement ? Ou bien a-t-il des objectifs précis qu'il pourrait exposer clairement aux Malgaches? Parce que jusqu'ici, aucun effort n'a été réellement constaté de la part du régime en place pour améliorer la situation sociale des Malgaches. Les Malgaches qui ne doivent leur survie qu'à leurs propres efforts au quotidien.
Dans leur déclaration de ce jour, les conseillers municipaux de l'opposition revendiquent une visite d'un inspecteur du budget de l'État dans la gestion du portefeuille de la commune d'Antananarivo. Selon ces conseillers, les illégalités et la corruption interviennent dans la gestion du budget de la commune et aucune transparence n'y est retrouvée. Djiran Djamar et Yves Janel. Abus de pouvoir, c'est ce qui est rencontré dans la gestion du budget de la commune urbaine d'Antananarivo-Renvoich actuellement, d'après le rapport des conseillers municipaux de l'opposition aujourd'hui. Mais ces illégalités commises par le maire et son équipe ne seront plus tolérées, déclarent ces membres du conseil municipal. Est-ce que nous allons laisser ces magouilles continuer? Premièrement, c'est seulement le 17 décembre jusqu'au 10 janvier, lors de notre réunion, que nous avons fait la session budgétaire, alors que la loi stipule que le budget de 2017 devait être mis en place depuis le mois d'août 2016 par les conseillers municipaux. Donc c'est déjà illégal. Deuxièmement, le maire d'Antananarivo, en tant que chef de l'exécutif, doit élaborer le budget et le présenter devant le conseil municipal, mais même pas une seule fois, elle n'a voulu en parler avec nous, elle ne sait même pas ce qui est écrit. Mis à part cela, ces conseillers ont également fait le point sur les montants fallacieux perçus par la commune de la part de la société Easy Park. Le maire et son équipe auraient dissimulé les sommes d'argent reçues de la part d'Easy Park, ajoutent ces conseillers, et malgré les demandes d'explications envoyées, aucune réponse. Donc, ces conseillers municipaux revendiquent l'ouverture d'une enquête sur la gestion du budget de la commune d'Antananarivo-Renvoich. Nous avons saisi l'inspection générale de l'État, ou IGE, le 12 décembre 2016, et cette saisie numéro 677 a déjà été enregistrée à l'IGE. Mais dans la Constitution, il est stipulé que c'est la présidence qui dispose de l'inspection générale de l'État, donc même l'IGE ne peut rien faire tant que ce n'est pas la présidence qui lui ordonne, donc on demande une inspection et un contrôle de la commune. L'affaire est entre les mains de la présidence. Les sommes demandées aux usagers des services de la commune demeurent également fallacieuses, selon le rapport de ces conseillers municipaux de l'opposition. Et pour ce qui est des rumeurs, selon lesquelles ces conseillers tenteraient de destituer le maire, les concernés ont accusé des problèmes internes du parti Team d'être à l'origine de ces rumeurs. La destitution d'un haut responsable au sein de la commune en serait la preuve, car les membres du parti TIC Madagascar ne se feraient plus confiance. Et puisqu'on parle déjà de ce budget communal, les subventions de l'État pour les communes et donc le petit peuple risquent de ne pas voir le jour cette année 2017, car plusieurs communes de Madagascar n'ont même pas encore touché les leurs pour l'année 2015. Chaque commune devra ainsi subvenir à ses propres besoins. Djiran Djamar et Yves Janel toujours. Nombreuses sont les communes qui n'ont pas touché leurs subventions de la part de l'État depuis le 2014, d'après les rapports communaux. Les quelques rares entités qui ont perçu cela en 2015 ont reçu 2 500 000 arrières, l'aide qui leur sont dues, d'après la loi régissant le budget de l'État. Pourtant, cette modique somme de 2 500 000 arrières ne répondrait même pas au 1/10 du budget nécessaire à la commune pour fonctionner. Certains responsables communaux ont pour leur part affirmé que les subventions étaient déjà présentes auprès du ministère des Finances et du Budget, mais elles ne seraient disponibles qu'après en avoir soustrait une part pour le responsable auprès du ministère. Pour toutes ces raisons, le petit peuple ne peut espérer bénéficier d'une quelconque aide en haut lieu. Seules les communes ayant des rentrées d'argent conséquentes peuvent espérer un développement et des constructions de nouvelles infrastructures. Pour rappel, c'était avant la célébration du 26 juin 2016 que l'État avait promis de donner ses subventions aux communes de Madagascar. Donc où sont donc passées les sommes qui étaient dues à ces communes? Des sommes d'argent qui sont destinées à améliorer la vie des habitants. Rappelons également que c'était un budget pour la commune qui avait été détourné pour le compte de Claudine Rezemamundi, laquelle avait impunément refusé de donner suite aux convocations du Bianco. Alors comment sont réellement gérés les budgets des communes dans ce pays? Pour ce secrétaire général d'une commune proche de la capitale, ce sont leurs propres fonds qui permettent de créer des infrastructures et d'améliorer la vie des habitants. Nous utilisons les fonds obtenus des habitants, donc c'est légitime si ces habitants bénéficient du résultat dans leur quotidien. Notre budget n'est pas préalablement déterminé, nous dépendons de la fréquence à laquelle les habitants paient leurs impôts, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer. Mis à part les difficultés du quotidien,
Plusieurs personnes doivent encore faire face à d'autres dilemmes qui nécessitent l'intervention directe de l'État, comme les infrastructures telles que les routes, surtout en cette saison de pluie. Dans ce Fuktandivat, les habitants se plaignent. Cette route est très boueuse, il y a un risque de panne. Les voitures ne peuvent accéder ici. C'est la pluie qui rend cette route difficile d'accès. L'État se contente de simples contrôles et de sensibilisation pour ces créations d'infrastructures dans les communes. Certains responsables de la commune risquent même leur place dès lors qu'ils contestent les ordres de l'État, comme le cas d'Ampasbe Manatsajan en fin d'année 2016, un maire qui a failli être remplacé par un élu du parti HVM. Parlant maintenant de toute autre chose, le fleuve Ikup subit actuellement une sécheresse jamais rencontrée et les habitants de Tanzimat qui vivent directement de ce fleuve se plaignent du niveau de l'eau. Même au niveau du barrage hydraulique de Tanzimat, il n'y a plus assez d'eau, une grande première selon ses habitants. Donc tant que la pluie ne tombera pas, le niveau de l'eau risquera de baisser encore plus. Les pluies provoquées sont ainsi les seules options possibles pour l'État afin d'éviter le pire. Écoutons. La sécheresse ne nous permet plus de faire notre lessive. Cette année a vraiment été plus dure que l'année dernière. Ce barrage n'a jamais été comme cela. L'État devrait procéder aux opérations pour provoquer la pluie. Nos rizières souffrent de cette inexistence de l'eau. Les récoltes sont abîmées. Et même l'eau des bornes fontaines sont insuffisantes. Il faut de la pluie, sinon le niveau baissera encore plus. Revenons un peu en centre-ville, après le remblayage effectué par la commune Intambarnanjin dans un vaste terrain derrière le PP, des rumeurs circulent actuellement sur la création ultérieure d'une station-service sur les lieux. Mais la commune urbaine d'Antananarivo n'a pas donné d'explication à ce sujet et jusqu'ici, les responsables des remblais ont affirmé que l'endroit sera transformé en jardin public. Un reportage signé Touvrakout Javoni. Le lundi après les fêtes de Noël, c'est-à-dire le 26 décembre 2016, des opérations de remblayage ont été effectuées par la commune Intambarnanjin. Les rumeurs ont avancé que le terrain aurait été cédé à un opérateur pétrolier pour y bâtir une station-service. Des personnes ont déjà mesuré la profondeur de ces terrains pour un stationnement. D'après les explications des usagers des lieux, quand on a questionné les manœuvres qui réalisent le remblayage, ils ont déclaré que ce serait un jardin public. Pourtant, l'on n'a toujours pas remarqué la moindre opération de plantation sur les lieux, ce qui renforce les doutes. Ils ne savent pas grand-chose, juste qu'on allait y mettre un jardin. Plusieurs personnes utilisent cet endroit, surtout les écoliers et les employés, pour se reposer lors des pauses déjeuner par exemple. Donc si les rumeurs s'avèrent vraies, où iront-ils? Une des conditions requises pour la création d'une station-service est la distance entre la station en question et les établissements scolaires. Nous attendons ainsi les explications des responsables de la commune d'Antananarivo dans cette affaire. À l'international, le président français François Hollande participera au sommet France-Afrique qui se déroulera au Mali. Ce 27 sommet durera 2 jours avec pas moins de 30 présidents africains qui seront présents à Bamako. Notons que Madagascar participera également à ce sommet France-Afrique qui se déroulera les 13 et 14 janvier prochains. France 24. C'est main dans la main que François Hollande et Ibrahim Boubacar Keïta se retrouvent. Une image forte, symbole de l'importance de ce sommet Afrique-France qui se tient à Bamako et dont l'un des thèmes principaux est la lutte antiterroriste. Quelques heures plus tôt, le président français avait d'ailleurs rendu visite aux soldats basés à Gao, l'occasion pour lui de revenir sur l'importance de leur mission. Nous le savons tous, les terroristes qui attaquent notre propre territoire, qui agissent sur notre propre sol, sont liés avec ceux qui sont au Levant, en Irak, en Syrie, mais aussi ici, dans la bande sahélo-saharienne. C'est le même combat, c'est le même enjeu. Les forces françaises sont présentes au Mali depuis 2013 avec l'opération Serval, devenue depuis l'opération Barkhane, avec l'appui de la communauté internationale pour lutter contre les djihadistes dans la région. Pour les Maliens,
Le partenariat avec la France a permis de sécuriser le pays. Avoir cette rencontre ici, à Bamako, après ce qui s'est passé ici il y a 3 ans, après les attaques consécutives de groupes terroristes contre notre pays, et que tous ces partenaires étrangers africains acceptent que cette rencontre se tienne ici, c'est un pari important. Plus de 30 chefs d'État et de gouvernement doivent ainsi se retrouver aujourd'hui à Bamako, un sommet également placé sous le thème de la paix et du développement des pays africains. Après la crise qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire le 7 janvier dernier, le calme est revenu suite à une réconciliation entre les militaires mutins et le gouvernement ivoirien. France 24. 7 janvier dernier, des soldats mutins prennent le contrôle de Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire. Ces militaires réclament le paiement des primes, des augmentations de salaire et des promotions plus rapides. Depuis, le gouvernement tente de désamorcer cette crise. Ce vendredi, le ministre de la Défense, Alain Richard Donwayi, est à Bouaké pour conclure les négociations après un premier accord trouvé samedi dernier. Dans la journée, des militaires reprennent le contrôle des accès à la ville. Des tirs en l'air sont entendus. Des coups de feu ont également retenti à d'autres endroits dans le pays. À Abidjan, dans 2 bases militaires, des routes ont aussi été bloquées aux abords de la ville de Korogo. En fin de soirée, un accord est finalement trouvé sur les primes, avec un versement de 5 millions de francs CFA dans un premier temps et des versements complémentaires qui devraient s'étaler sur plusieurs mois. Des propositions qui semblent avoir ramené le calme après cette nouvelle journée de tension. Même dans la page sportive, nous allons rester en Afrique cette année. Nous entrons dans la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ou CAN de football. Le CAN 2017 qui a débuté aujourd'hui au Gabon, mais la plupart des Malgaches sont restés imperturbables faute d'avoir trop de difficultés quotidiennes. Actuellement, le match qui oppose le Gabon et la Guinée-Bissau s'est déroulé il y a quelques minutes et en cet instant, à 21h du soir, le Burkina Faso affrontera le Cameroun dans le groupe A. En général, la Côte d'Ivoire est l'équipe favorite des fans ainsi que l'équipe nationale du Maghreb. Et c'est ainsi que cette édition touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur Viva. Au revoir.